La correspondante que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Vous entendez ? Ça sent bon l'été. Le sable chaud, le bruit des vagues et le chant des oiseaux. Et puis, l'occasion de beaux voyages. J'ai 2 traditions quand je pars en vacances. Goûter toutes les spécialités locales et écrire une carte postale sur place. Alors cet été, j'ai décidé de vous en envoyer une chaque semaine. Et je ne serai pas toute seule. Avec Papille, on vous emmène loin d'ici, dans les valises des chefs, entre souvenirs, émotions et dégustations. Installez-vous, c'est l'heure du voyage. À écouter les pieds dans l'eau, en bronzant sur une plage ou le nez dans une boîte de gâteaux. Bonjour Hélène. Bonjour Léa. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va aussi, ça me fait très plaisir de pouvoir te revoir et rediscuter avec toi. Complètement, j'ai un bon souvenir de la dernière fois. Donc. Et moi aussi, franchement un très bon souvenir. Et aujourd'hui on va parler de voyage. Déjà toi, c'est quoi ton rapport avec le voyage ? Moi j'aime beaucoup voyager. Déjà j'ai fait les saisons pendant presque 7 ans, donc j'ai pas mal bougé grâce au travail. Ouais. Et déjà quand j'étais plus jeune avec mes parents, on partait beaucoup voyager en France. Déjà on a fait beaucoup de régions. On partait jamais peut-être pas, mais rarement 2 fois au même endroit. Et après on avait quelques pays en Europe. Et moi après au fur et à mesure j'ai un peu développé. Je suis allée au-delà de l'Europe aussi. Donc j'aime beaucoup ça, je trouve qu'on découvre, ça ouvre l'esprit, je trouve. Ça ouvre l'esprit, ça permet de rencontrer des gens différents, de se rendre compte qu'on a beaucoup de chance en France. Ouais. Et plus je voyage et plus je me rends compte, en fait, je trouve que tu vois rapidement les gens qui ont déjà voyagé, parce que du coup, ils ont aussi cette ouverture d'esprit qui est de la curiosité et puis la découverte de cultures différentes qui te font te remettre en question aussi, quoi. Oui, voir autre chose que juste rester dans sa bulle et où du coup, tu te rends compte un petit peu de comment vivent d'autres gens. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez chouette. C'est quoi le tout premier voyage que tu as fait et qu'est-ce que tu avais ressenti du coup dans ce voyage ? Le tout premier voyage, le premier dont tu te souviens, France, le premier dont je me souviens, je pense que c'était l'Angleterre avec mes parents. On avait été dans le Dartmoor. Okay. Et je me souviens de l'expérience des bed and breakfast, c'était incroyable. On avait mangé salé le matin et je me souviens qu'après pendant plusieurs week-ends de retour de vacances, on avait fait ça. Le week-end, on se faisait les petits déj salés, c'était super chouette. Et mais ouais, l'Angleterre, j'ai beaucoup aimé. On avait, je me souviens, fait du poney là dans le Dartmoor. On avait été à Plymouth, Portsmouth. Enfin, c'était un peu, il y avait pas beaucoup de soleil, mais j'avais adoré les paysages. C'était très vert, c'était très vallonné, les routes étaient minuscules. En plus, on était venu avec la voiture, on avait pris le bateau. Et en fait, il y avait sur les côtés des routes, je me souviens, il y avait vraiment les murs, des fois en pierre, où quand tu disais, mais si tu croises une voiture, t'es foutu, quoi. Enfin, tu pouvais pas te déporter ni rien. Donc, c'était assez étroit et stressant par moments, mais j'avais vraiment un bon souvenir de ce voyage, ouais. Et qu'est-ce que t'avais ressenti ? Tu sais, du fait aussi d'être justement dans un nouveau pays, d'un coup de... Enfin, je trouve en plus, tu vois, la première fois que tu voyages à l'étranger, t'as aussi ce truc de, d'un coup, t'es plus dans la même culture et les gens parlent plus forcément la même langue, là, surtout en Angleterre. Ouais. Qu'est-ce que t'avais ressenti ? En plus, nous, c'était pour nous faire parler anglais, justement, parce que on était en plein apprentissage. Je crois qu'on avait 12-13 ans, donc au collège, on commençait à... Il y a un bel accent. Ouais. C'est ça. Et vraiment, ouais, le côté dépaysant, ressourçant aussi, je trouve, le fait d'être à l'étranger, t'as l'impression de déconnecter de la réalité, d'être dans un autre monde. Et en plus, c'est vrai que il y a vraiment les côtés vieux châteaux. Je me souviens, on a visité des châteaux un peu comme quand on voit dans les films ou les séries sur l'Angleterre où il y a des châteaux tout en pierre noire, un peu à l'ancienne, un peu gothique. Et déjà rien que ça, moi j'adore. Donc avec la vieille vaisselle anglaise, les tapisseries au mur, il y a les rideaux, donc très kitsch, mais tellement grandiose. En fait, je me souviens, c'était des hauteurs sous plafond assez importantes. Et donc ouais, vraiment la déconnexion, le dépaysement et le fait de pouvoir découvrir aussi bien la langue et la gastronomie aussi, quoi. Notamment les petits déjeuners. Les petits déjeuners. Et je me souviens des desserts. On avait à chaque fois je me souviens des vieux bed and breakfast qu'on a fait. Il y avait le chariot de dessert en fin de repas. Okay. Et la dame, elle nous proposait la crème, très grasse, la clotted cream, qu'elle nous mettait sur les desserts. Et en fait, quand on avait goûté, je me souviens, c'était un goût de beurre et de crème et de beurre mélangés. C'était hyper gras.
mais super gourmand. Moi, sur ça, tu vois, c'est les scones. Et j'avais passé un mois en Angleterre. Et vraiment, les scones avec la clotted cream, justement, et puis la confiture. Et après, tu vois, en France, je m'étais dit, bon, les scones, tu peux les refaire, mais cette crème-là, tu la retrouves pas. Non, c'est rare. Et t'as un goût tellement unique. Et je trouve, effectivement, t'as un petit côté... Enfin, je sais pas, moi, tu sais, c'est un peu un péché mignon qui... En plus, c'est pas un dessert de ouf ou quoi que ce soit, mais vraiment, c'est un truc que j'adore. Les petits scones. Ouais, non, c'est vrai. Je suis assez d'accord. C'est les scones déjà. Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça. Moi, j'avoue que je trouve que quand c'est bien fait, quand c'est un peu tiède, c'est super bon. C'est croquant à l'intérieur, à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Et ouais. Mais je comprends enfin, ça fait un peu tout chrétien, quoi. Surtout si tu manges, enfin, si tu vois ça tout sec et tout comme ça au début, t'es un peu bon. Ouais, c'est vrai. On a connu mieux comme gâteau. Après, donc toi, t'as aussi vécu à l'étranger, du coup. Et qu'est-ce que ça, par rapport au voyage, peut-être, qu'est-ce que ça apporte encore plus, notamment du coup dans la partie un peu créativité, inspiration que tu vas avoir côté pâtisserie, de vivre vraiment dans un pays. Et est-ce que ça a changé aussi depuis ta manière de voyager ? Oui, complètement. Déjà le fait d'avoir vécu en Australie, c'est vrai que j'avais fait le visa vacances-travail comme ça se fait beaucoup avant 30 ans. Et j'avais vraiment adoré. Déjà, je trouvais que les personnes sont tellement gentilles là-bas. Et je me souvenais qu'ils avaient... Enfin, en tout cas, moi, là où je travaillais, j'étais vraiment qu'avec des Australiens. Il n'y avait aucun français et c'est ce que je voulais justement pour me bercer déjà dans la langue. Parce que même si j'avais l'impression de plutôt bien parler anglais, en fait, pas du tout. Et que déjà, l'accent qu'ils ont, c'est... Au début, je comprenais rien. Je me suis dit, mais je repars à zéro. Et petit à petit, on comprend super bien l'accent. Enfin, ça se fait au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois. Et on a aussi, carrément les inspirations culinaires. Enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent que... Je me souviens qu'avant de partir, on m'avait dit « Ah, mais tu vas voir, l'Australie, c'est beaucoup de burgers, beaucoup de fast-food. » Oui, il y en a, comme partout. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a vraiment, je trouve, quelque chose dans la cuisine qui est assez intéressant. Un mélange de plein de cultures, non ? Exactement. C'est un pays qui est relativement nouveau au niveau de la gastronomie, au niveau de la civilisation aussi. Et même s'il y avait les populations indigènes, il y a les nouvelles, on va dire les villes, ça fait pas longtemps qu'elles sont là. Ça fait moins de 300 ans, donc c'est assez récent. Ça s'inspire de pas mal de cultures. Et moi, notamment, on en avait parlé, j'étais dans le restaurant australo-libanais. Donc vraiment, avec toute cette culture libanaise que je connaissais un peu, mais au final pas trop. D'ailleurs, j'aimais pas la rose, donc je me suis mis à aimer la rose là-bas. Et c'est vrai que c'est vraiment un voyage qui m'a beaucoup inspirée pour le début, enfin beaucoup de choses en pâtisserie, la rose, la fleur d'oranger, la pistache. On utilisait, j'avais le coing que j'utilise beaucoup aussi dans mes desserts. J'avais découvert comment le travailler là-bas de façon plus poussée. Et je trouve que c'est le fait aussi de t'ancrer dans la culture. Moi où je travaillais, ils n'avaient pas une très bonne idée des Français. Il m'avait dit, les Français, pour nous, c'est très arrogant. C'est pas des personnes... Déjà, en plus, là-bas, le vol à l'étalage, ça s'appelle le French shopping. Donc, on n'est pas très bien vu. Ouais. Ah, ça, je savais pas. Et je me souviens qu'une fois, on était dans une soirée avec les collègues. Et il y avait un Français, justement, qui est venu me parler. Je pense qu'il a entendu mon accent... pas vraiment l'accent français. Donc il est venu me parler en français. Je lui avais dit par contre je suis avec les collègues australiens, donc on va parler en anglais, et il continuait de me parler en français. Et donc ça m'a un petit peu agacée. Je me suis dit mais il comprend pas. Et donc mes collègues m'ont dit tu vois, pour nous c'est ça les Français. C'est des gens qui ont pas de respect, et j'ai dit mais non, pas du tout. Enfin pour moi lui aussi il a rien compris quoi. Et donc ça m'a fait changer ma vision des choses, de me dire en fait c'est vrai que quand t'es dans le pays, en fait adapte-toi et vis selon leur mode de vie, parle la langue et vraiment intègre-toi, quoi. Donc, je pense que c'est ça aussi que ça apprend les voyages. Et du coup, est-ce que ça a changé ta manière de voyager aujourd'hui ? Enfin, quand tu vas dans un nouveau pays depuis l'Australie, est-ce que tu le vis différemment ? Enfin, pas tu le vis différemment, mais est-ce qu'il y a des choses que tu vois, t'essaies de savoir sur la culture ou quoi que ce soit, ou sur comment est-ce que plus facilement tu, entre guillemets, prends le mode de vie d'un local ? Tu vois, alors c'est difficile à faire, mais se rapprocher au maximum, tu vois. Enfin, moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le voyage, tu vois, c'est de se dire, t'essayes d'adopter le mode de vie qui est le mode de vie classique dans ce pays-là. Alors, tu sais jamais complètement, mais au moins,
essayer de t'en rapprocher, quoi. Oui, bah c'est vrai que je trouve qu'en tout cas, moi j'aime bien toujours partir avec un petit guide papier, genre le guide du routard ou Lonely Planet, et dedans il y a toujours les rudimentaires de bonjour, au revoir, merci, et ça j'aime bien le dire. Au moins on va pas parler dans la langue quand c'est une langue un peu compliquée, comme je sais pas, dans certains pays où c'est ni anglais ni espagnol, à la limite je peux baragouiner un peu. Au Danemark. Au Danemark non, donc je vais parler anglais, mais j'aime bien toujours dire au moins le bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, ou même dans le restaurant demander l'addition, et essayer de montrer qu'on parle un peu, qu'on fait des efforts. Je trouve que tout de suite il y a un sourire un peu chez les gens. Enfin, quand ils sont à peu près sympas, ils sourient, en tout cas, ils voient qu'on essaie de faire quelque chose. Et en tout cas, d'observer un peu, je trouve que dans les guides, justement, il y a un peu les conduites à tenir dans certains pays, les choses à faire, à ne pas faire. Ça, j'aime bien lire cette genre rubrique. Les pourboires, les trucs comme ça. Je trouve que c'est un peu le truc où tu sais jamais. C'est ça. Et en fait, je trouve c'est le truc super dur. Parce que en France, ça, c'est quand même un peu perdu. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est pas dans les codes de forcément laisser un pourboire, alors que t'as des pays, c'est obligatoire, quoi. T'es obligé de le faire et tout. Mais alors ça... par exemple, je suis allée à Londres, là, au mois d'avril. Et en fait, moi, j'avais toujours dans le souvenir qu'il y avait un pourcentage à laisser en Angleterre. Et en fait, maintenant, le service est compris. C'est inclus. Donc, je pensais pas. Et on était un peu perdus. Mais c'est vrai que dans beaucoup de pays, c'est pas inclus, donc faut y penser. Et le fait de fois, je me souviens, c'était où que... C'était à Lisbonne, où je me souviens qu'il y avait les gens, pour l'arrêt de bus, ils faisaient la queue pour le premier qui allait monter dans le bus. Donc ça, c'est aussi quelque chose de culturel, de pas s'attrouper comme nous on fait en France sur l'arrêt de bus, et se pousser. Marche de crève, le premier qui rentrera dans le bus aura gagné. Là, vraiment, les gens, ils faisaient la queue. Donc je me dis, des choses comme ça, d'observer un peu comment ça se passe et de respecter au maximum comment ils fonctionnent dans le pays, quoi. Je suis d'accord. De quel voyage est-ce que tu as envie de nous parler aujourd'hui ? Alors j'ai envie de parler du voyage que j'ai fait en hiver dernier, donc c'était au mois de février 2024. Je suis allée à Istanbul et j'en ai vraiment un très bon souvenir. Alors c'est quoi la première chose que justement pareil t'avais ressenti en arrivant dans ce pays ? Est-ce que c'était la première fois aussi que t'allais dans les pays de ce genre, de cet endroit du globe ? Oui, complètement. En Turquie, c'est la première fois. De ce coin du globe, alors j'avais été, c'est pas tout à fait à côté, presque, mais en Grèce. Mais après, Turquie, c'est encore un peu plus bas. Mais oui, là, c'est de ce côté-là, on va dire, c'était la première fois. Et qu'est-ce que tu avais ressenti du coup ? Quelles sont les premières choses, tu vois, les premiers points quand t'es arrivé sur place qui t'ont marqué ? Déjà l'appel à la prière, je m'attendais pas à ce que ça résonne autant comme ça dans la ville. C'est vrai que c'était assez impressionnant. C'est vrai, le bruit, parce qu'on était, il y avait beaucoup de circulation. On était dans un hôtel qui était sur le bord d'une route. Il y avait du passage, mais je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de trafic, beaucoup de taxis. Et après, il y avait des petites ruelles perpendiculaires à cette grande route qui étaient un peu piétonnes, mais piétonnes où il y avait quand même des espèces de tuk-tuk qui pouvaient passer. Donc c'était comme des vélos cargo un peu, ou des choses comme ça. Et c'était assez marrant parce que vraiment ils roulaient, mais il fallait s'écarter parce que sinon ils te roulaient dessus, quoi. C'était assez marrant. Alors je sais pas si c'était partout comme ça dans la ville, mais en tout cas le quartier où on avait l'hôtel, c'était ça. Et je me souviens, on était à Sicily, le quartier de Sicily, qui est un peu plus haut que vraiment le centre touristique. Mais sinon, pas mal d'odeurs. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de petits marchands ambulants le long des routes. Donc il y avait déjà on avait vu je trouve qu'il y a beaucoup de nourriture un peu partout. Il y avait beaucoup d'épiceries, mais beaucoup de petits marchands ambulants qui vendaient des marrons grillés. Donc ça sentait fort le marron grillé dans les rues, ou le maïs grillé. Et c'est vrai que ça, déjà... en plus, quand on est arrivé, c'était en fin d'après-midi, donc le temps qu'on aille à l'hôtel, tout ça, il faisait vite nuit. Donc on est ressorti. La première sortie qu'on a fait, c'était de nuit. Parce qu'il faisait nuit assez tôt, en février en plus. Donc avec les lumières partout. Je me souviens qu'il y avait justement toutes les mosquées qui étaient toutes éclairées, toutes illuminées. Donc ça, c'était assez joli. Et ça donnait un peu une atmosphère à la ville où on se sentait assez déconnecté par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris dans ce voyage ?
surpris, oui, le monde sur les marchés couverts. Il y avait le marché un peu comme le souk qui était donc il y en avait dehors, dedans. Enfin, il y avait un peu, enfin c'était couvert et pas couvert, c'était assez étendu. Et il y avait un monde et vraiment, j'avais jamais été parce que j'ai jamais été par exemple au Maroc. Je sais qu'il y a le souk à Marrakech, ça j'ai jamais été encore. Et donc là, c'était un peu la découverte de voir tout ce monde et puis les gens qui te alpaguent un peu pour te négocier les prix, des choses comme ça que moi, j'ai pas trop l'habitude de faire. Et j'étais avec une amie qui était hyper douée là-dedans. Donc ça va. Donc ça va. Je délègue. Et mais ouais, vraiment le monde. Et puis bon, après, on n'a pas eu trop de chance que c'était une semaine où il pleuvait beaucoup. Mais au final, on a été assez étonnés de pouvoir faire beaucoup de choses, même s'il pleuvait, parce qu'il y avait déjà je me souviens le palais Topkapi qui était incroyable et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Donc ça, je me souviens que ça nous avait vraiment étonnés. C'était magnifique. Et de visiter, en fait, il y a encore tout qui est hyper bien préservé et notamment c'était le harem où il y avait vraiment toutes les femmes qui étaient là. Donc on pouvait le visiter avec toute la mosaïque. C'était magnifique. C'était vraiment avec toutes les salles de bain en marbre avec les robinetteries en or. Enfin, c'est beaucoup de profusion de richesse, de décoration. Et ça, c'était vraiment très, très étonnant. Mais même dans les rues, en fait, il y a beaucoup de... les mosquées, c'est beaucoup de décoration, de motifs, voilà, de l'extérieur. Déjà, c'est super impressionnant. Moi, j'étais jamais rentrée dans une mosquée. Ça nous a étonnés aussi. Je savais pas que c'était possible de rentrer parce que je m'étais dit tu peux y aller. Bah ouais, mais je savais pas. Moi je pensais que culturellement on pouvait pas rentrer et donc après il fallait se couvrir la tête, enlever les chaussures, tout ça, mais j'étais trop contente de pouvoir aller dedans, de voir comment c'était. Déjà étonnée de voir qu'il y a pas de chaise comme dans une église. Oui, c'est vrai. Bah oui, mais en même temps ils se mettent par terre sur. C'est ça. Ils se mettent à genoux, mais donc contente de découvrir la culture aussi, une culture différente parce que là pour le coup moi ça m'a vraiment dépaysée. Bah surtout si t'étais jamais allée dans les pays du Maghreb. Enfin, moi, je suis jamais allée en Turquie, mais j'imagine que du coup, t'as quand même plein de choses qui se ressemblent. Enfin, non seulement déjà, comme tu disais, les souks, les mosquées et tout, ça reste du coup des cultures musulmanes, quoi. C'est ça. Et c'est vrai, quand on vient de pays plutôt catholiques, c'est un peu... Enfin, chrétien en tout cas, c'est un peu différent, quoi. Ouais, complètement. Mais vraiment surprise Enfin, j'ai trouvé ça magnifique. Super beau, toutes les décorations, les bâtiments, l'architecture qui est complètement différente. Donc, qu'est-ce qui t'avait donné envie d'aller à Istanbul ? Est-ce que c'était, je sais pas, est-ce qu'il y avait des choses en particulier que t'avais envie de voir Alors ça faisait un moment que je voulais aller dans ce pays parce que j'ai une amie qui avait fait un Erasmus dans les pays de l'Est et qui avait rencontré beaucoup de personnes dans cet Erasmus, dont des personnes qui venaient d'Istanbul. Et elle avait été elle est restée amie avec ces personnes-là. Elle a été à leur mariage à Istanbul et à chaque fois elle me disait mais faut trop que t'ailles dans ce pays, c'est incroyable. Et moi qui aime beaucoup la gastronomie, elle m'avait dit mais en plus niveau nourriture tu vas être refaite, ça va être incroyable. Je sais que j'aime beaucoup tout ce qui est les pâtisseries orientales, j'adore tout ce qui est libanais aussi. Et je me dis qu'il y a beaucoup d'influences, de choses qui se regroupent. Et en plus de ça, comme on partait au mois de février, je m'étais dit, il faut un pays quand même où on ait un peu de soleil. Donc, j'avais vu qu'il faisait à peu près, à cette époque, qu'il pouvait faire entre 15 et 18 degrés. C'était pas le cas du tout. J'avais super froid. Il faisait genre 8 degrés. Mais on s'était dit, c'est peut-être la bonne période pour y aller sans qu'il y ait trop de touristes. Et je voulais quand même rester en Europe parce que j'avais pas envie de faire 10 heures d'avion. Et puis voilà, c'était une ville, plus par rapport au retour que j'en avais eu que j'avais envie de faire. Et alors, donc tu parlais un peu de gastronomie. Qu'est-ce que tu as pu manger là-bas ? Quelles étaient un peu les spécialités que tu as découvertes ? Beaucoup de choses. Alors, du bon, du moins bon aussi. Mais vraiment, déjà... Moi, j'ai été super impressionnée par les épiceries, tous les marchés qu'ils ont là-bas, où il y a beaucoup de choses qui pendent du plafond, des choses séchées, des fruits séchés, confits. Notamment, alors j'ai découvert un fruit séché. Moi, j'adore les dattes, donc j'ai acheté des dattes à foison. Mais alors, ils font des kakis séchés. Okay. C'est super bon. C'est vraiment super bon. Au début, on comprenait pas ce que c'était, parce que tout était marqué en turc. Ouais. Et visuellement, on s'imagine pas du tout que c'est un kaki. Et donc et c'est assez gros, c'est genre gros comme ça. Enfin, c'est un peu plus petit qu'un kaki, parce qu'on voit qu'il s'est quand même desséché, mais c'est plat, donc ça fait un peu comme plus gros qu'un abricot sec, mais dans l'idée, ça fait un peu comme un abricot sec, mais recouvert de blanc. Comme si c'était moisi, alors qu'en fait, ça l'est pas. Donc au début, on était là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et après, c'est en voyant... goûté.
Et on a goûté, parce que moi je suis curieuse, donc j'en ai acheté au début un, dont j'ai été chez un épicier, je dis je veux ça, tu m'en mets un. Donc c'était un peu langage des signes, parce qu'on se comprenait pas, la plupart des gens sur les marchés, ils parlent pas trop anglais. En tout cas, nous, on avait été de l'autre côté, je me souviens plus comment il s'appelle, le quartier, on avait pris le bus, et puis après le retour, on avait pris le métro pour aller dans le quartier qui était de l'autre côté de Sultanahmet, de l'autre côté de la rivière. Et là, pour le coup, il y avait pas de touristes, c'était vraiment trop bien. C'est pas comme le souk à Sultanahmet où il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes. Là-bas, d'ailleurs, on a eu des prix qui étaient 2 fois moins chers qu'à Sultanahmet. On a acheté tous nos fruits séchés là-bas. Et donc, on a goûté les kakis. En fait, quand on a goûté, on s'est dit, mais en fait, c'est trop bon. Et on a compris après que c'était des kakis parce qu'on a tapé le mot sur Internet. On a vu aussi, on a reconnu le feuillage, la tige, on va dire, qui est le petit feuillage qui est au-dessus du kaki. Mais il y a ça aussi. Ouais, du coup, il y avait ça toujours d'accrocher dessus. Et en fait, c'était tellement bon, j'en ai ramené. Et j'avais fait goûter à l'équipe notamment. Et on avait ramené aussi des noix de cajou. Les noix de cajou, elles sont hyper grosses là-bas, mais elles sont tellement bonnes. Enfin, j'ai jamais mangé des noix de cajou aussi bonnes. Et elles ont une petite pellicule qui est un peu rosée sur le dessus. C'est pas comme nous, on les a qui sont blanches, marron un peu. Là, il y a une pellicule un peu rose tachetée dessus. Et elles sont hyper bonnes. Et donc là, c'était déjà sur les marchés. Il y avait aussi, je me souviens, il y avait aussi dans Chef's Table, j'avais eu sur Netflix, j'avais vu un reportage à Istanbul justement d'un restaurant qui s'appelait Sia. Et donc on a été manger là-bas. Ils font toutes les spécialités que tu peux trouver à Istanbul. Et notamment, on avait vu sur les marchés des choses séchées qui pendouillaient au plafond. On voyait pas qu'on comprenait pas ce que c'était non plus. Et on avait demandé... mais ouais, et on se disait, mais qu'est-ce que c'est que tous ces produits ? Et en fait, c'est des espèces d'anneaux, des petits tubes un peu allongés qui étaient un peu recroquevillés. On aurait dit... Vraiment, on voyait pas. Ça fait un peu comme des os, mais en fait, on s'est dit non, mais c'est pas des os. Et en fait, c'était de l'aubergine séchée qui vide, qui sèche, pour en fait pouvoir la réutiliser même en hiver. Donc après, ils la réhydratent dans les bouillons et ils font des plats. Donc des fois, ils font farcir les aubergines, ils font des ragoûts avec. Et donc dans ce restaurant-là, on a retrouvé l'aubergine réhydratée. On a tout de suite tilté de se dire mais c'est ça qu'on a vu sur les marchés quand on a goûté. Et ça a le même goût qu'une aubergine. Ça a le même goût, mais alors la texture change un peu parce que comme elle a été déshydratée, réhydratée, il y a un côté vachement plus c'est très fondant, l'aubergine, là, c'était fondant, mais il y avait une résistance quand même. Il y avait quand même une mâche qui était intéressante et en plus qui se tenait parce que ça se délitait pas, ça pouvait servir comme un gros cannelloni de contenant, quoi. Ok. Donc c'était vraiment vraiment intéressant. Ça, c'était super bon. Et je me souviens aussi, alors une grosse trouvaille qu'on a eue, c'était en dessert, on avait eu, ils font des coins confits ou des potirons confits. Ok. Incroyable. Et ils servent ça donc en dessert, l'un ou l'autre. Ils mélangent pas les deux et ils servent avec du tahini dessus et des noix. Et ça, mais c'était une tuerie. Dès qu'on en trouvait, on essayait d'en manger. C'était trop bon. Et ils ont aussi, alors on en trouve un peu partout, c'est des espèces de petits bagels avec du sésame dessus qu'on trouve beaucoup dans les boulangeries et dans les petits marchands ambulants justement qui ont leur petite chariote là. Ils ont ça, et ils le servent soit avec du kiri. De suite, le coupent en deux, le réchauffe, ils te mettent du kiri dessus ou du Nutella ou quoi, mais même tout seul comme ça, quand ils sont frais, ils sont super bons. C'est rigolo, du coup, il y a beaucoup de choses séchées ou confites. Ouais, c'est vrai quelque chose qui se fait énormément. J'ai l'impression que c'est pour la préservation parce que je me demande si le fait que nous on y était en hiver, mais l'été comme il fait chaud, je me dis ils doivent avoir du mal à préserver les légumes sans qu'ils moisissent. Qui pourrissent vite peut-être et je sais que par exemple même la viande comme il fait chaud ils font de la viande et alors c'est là que moi j'adore l'agneau par exemple donc je me suis dit je vais manger dans les kebabs, va y avoir de l'agneau et en fait c'était tellement fort la viande que je me suis dit mais c'est pas possible, c'est du mouton et alors à un moment on avait demandé à un monsieur chez qui on avait mangé, un restaurateur, et il nous dit non c'est beef, il nous dit beef donc du bœuf. Et je lui dis, ah bon, vous êtes sûr, c'est pas du mouton ? Et il me dit, je lui dis lamb. Et il me dit, non, mais lamb, beef, same. Bah non, pas same du tout. Alors, je connais un peu mes animaux quand même. Du coup, on avait trop ri, donc c'était resté un peu cette blague. Et en fait, après, on avait été manger, donc on nous avait conseillé un étoilé à Istanbul, on y avait été. Et on retrouve ce même, comme un kebab, mais déstructuré, fait en mode gastro forcément, et le même goût qu'on retrouve. Faut enquêter. C'est ça. Pas du tout same. Et donc on lui a demandé, il nous a dit non, c'est bien du bœuf. Il dit en Istanbul, on met du bœuf dans les kebabs.
Et c'est du bœuf qui est maturé, et je dis faisandé en plus tout à l'heure, c'est maturé pendant au moins 15 jours. Donc en fait, ça fait, ils enveloppent la viande de la graisse de l'animal, et donc c'est vieilli dans des frigos spéciaux pour les faire maturer. Mais alors ça donne un goût, et moi je pense qu'en fait je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi ce genre de viande, parce que c'était pas possible. Ouais. J'ai même été dans un des kebabs qu'on m'a conseillé comme étant un des meilleurs de la ville, et ils servent ça avec le petit verre de lait fermenté salé à côté. Ok. Ah mais j'ai pas fini. J'ai mangé, mais c'était c'était vraiment spécial. Et la viande partout, c'est comme ça. Du coup. Et en fait, partout où j'en ai mangé. Ouais. Alors là, le bœuf, en tout cas, il est dans beaucoup d'endroits comme ça. À un moment, on a pris des espèces de petites croquettes. Je me souviens plus comment ça s'appelait. Des espèces de croquetas là avec quelque chose de pané par-dessus, avec la viande maturée dedans, et ça donne un goût. Mais en fait, je comprends maintenant les gens où je me dis qu'ils aiment pas le mouton, parce que je me demande si quand on mange du mouton, c'est pas ce goût-là. Moi, je sais que j'aime bien l'agneau, mais le mouton, je suis pas habituée à en manger. Mais le fait d'être maturé comme ça donne vraiment un goût très particulier à la viande, très puissant, très fort, et ça fait un peu fermenté en goût, c'est très bizarre. Et côté sucré, est-ce que tu as goûté d'autres choses, enfin, donc hors des fruits confits, parce qu'il y en a pas mal, mais est-ce que du coup tu disais que tu adorais les petits pâtisseries orientales, etc. Est-ce que tu en as mangé plein? Est-ce que tu as eu des goûts particuliers qui t'ont marqué? Ouais, c'est vrai qu'on a été dans les... il y a beaucoup de boutiques de pâtisseries orientales, notamment les baklava, avec la pistache, le sirop de sucre, là, super bon. On s'en est ramené pas mal. Et ils ont plein de sortes de baklava différents. En fait, c'est assez impressionnant. Il y en a ceux avec la pâte philo, mais qui ont tous des noms différents. Il y en a qui sont avec les cheveux d'ange autour et la pistache au milieu. Il y en a qui étaient... à base de différents fruits secs. Enfin, vraiment, on s'est régalé avec ça. Et il y a une boutique là-bas qui s'appelle Hafiz Mustafa, où il y en a une autre, il y a 2 concurrents, où en fait, ils ont carrément le salon de thé aussi. Et t'as le baklava qui est coupé en 2 à l'horizontale. C'est garni de glace à la fleur d'oranger dedans. Après, tu peux rajouter du praliné pistache. Enfin, c'est hyper gourmand. C'est vraiment super gourmand. Et ouais, super souvenir de ça. Et après, on avait goûté donc les fruits confits. Il y a une fois, on a fait un brunch. Et la feta, c'était super bon. Ils nous mettaient de la feta, donc c'est plein de petits mezzés posés un peu partout. Et notamment, la feta, ils la servaient avec de la confiture de mûres sauvages dessus. Ok. C'était trop bon. Ça, c'était vraiment super bon. Et c'était de la feta fraîche? Et c'était de la feta fraîche. Elle n'était pas salée comme on peut la trouver en France. Ça, c'était vraiment bon. Et on avait aussi les galettes qui cuisent sur les... Il y avait à l'entrée de beaucoup de petits restaurants comme ça, il y avait les mamans qui étaient, je pense, de la famille qui étaient là, qui étaient assises par terre avec une espèce de grosse pierre comme un dôme devant elles, donc les pierres chauffantes, où en fait elles cuisent les galettes à même la pierre, donc elles sont en vitrine. Donc c'est un peu marrant parce que tu les vois, elles sont en vitrine du restaurant à montrer la technique. Ouais. Et donc après ça sert à... C'est les galettes qui servent de pain un peu à dipper, donc les pains pita. Mais il n'y a pas que ça, il y a une espèce de grandes galettes qu'elles étalent finement. Et dedans, ils mettent des épinards, des choses comme ça, pour après tu refermes. Donc ça, c'était plutôt en salé. Et après, ils font des espèces de beignets, comme de la pâte à pain, en beignets, mais frits. Ouais. Et ça, donc, ils te le donnent et tu peux le déchirer et le manger avec du sucré ou du salé en trempant dans la feta ou dans le houmous ou différentes choses, quoi. Ça, c'était très bon aussi. Et est-ce que tu as goûté, parce que donc Mathieu Carlin m'a parlé d'une spécialité qui l'avait surpris, qui était un flan turc, et qui du coup est un flan sucré comme on connaît, avec du poulet dedans. Alors ça, non, ça me parle pas. J'ai monté l'épisode ce matin, donc j'ai cherché comment ça s'appelait, et effectivement c'est une vraie spécialité très courante en Turquie, et il m'a dit ça m'a pas mal surpris. Ah bah mince, faudrait que j'y retourne alors. Avec du poulet. Non, je connais pas. Je sais qu'on avait goûté... alors non, c'était pas un flan, non, on avait mangé un cheesecake une fois, une spécialité qui est là-bas, et c'était pas un flan. Mais il y avait pas de poulet. Il y avait pas de poulet non plus. Non, il y avait l'espèce de cheveux d'ange avec le fromage à l'intérieur, donc ça c'était un peu sucré-salé. Mais le poulet avec le flan, non. Parce que ça c'est surprenant, effectivement, je pense que ça marque quand tu... Ah non, pas du tout, non, je m'en serais souvenu, non, ça me parle pas. Et alors, c'était bon. Voilà, je crois que c'était très surprenant. Et moi, j'avoue que je sais pas si je me serais aventurée jusque-là à goûter ça. Je sais pas. Moi, j'y serais allée à fond. Je suis déçue du coup. Tu fais un tournée et puis goûter, tu vois, d'autres petites spécialités. C'est ça, faudrait que j'y retourne l'été pour avoir une autre ambiance du coup. Ouais.
Il y a d'autres choses qui t'ont surpris, peut-être soit sur de la gastronomie encore, mais sinon sur la culture en règle générale, sur la ville. Eh ben oui, il y a un jour on a fait aussi, déjà les marchés j'ai adoré, et puis les ambiances des quartiers qui sont hyper différentes d'un quartier à l'autre. Ok. Notamment Sultanahmet avec vraiment toute la foule, les mosquées, le marché couvert. Un peu comme le souk, on va dire, avec toutes les petites ruelles. Et après, on avait été donc de l'autre côté de la rivière, où là, c'est un autre marché, mais vraiment avec plutôt en ruelle, quoi, pas couvert. Et on a été aussi dans un autre quartier, c'était le quartier juif, qui est sur une autre branche de la rivière. Parce que c'est plein de... Enfin, il y a plusieurs petites... ça fait un peu un Y, il y a deux branches vraiment, et ensuite ça repart vers la mer. Je me souviens plus du nom de ce quartier, mais c'était le quartier juif, c'était super coloré. Donc c'était vraiment très joli. Et on y avait, donc premier jour, nous on n'y a pas pensé, on y va un vendredi, tout était fermé. Bah oui. Donc on y est retourné le lendemain, donc on a fait un petit tour rapidement et on s'est dit bon, au pire on revient le lendemain. Et on est retourné le lendemain et ça m'a fait penser à Paris à un moment, parce que il y avait une balade pour aller jusqu'à un cimetière qui était en hauteur, et ça m'a fait penser un peu au cimetière du Père-Lachaise avec les balades qu'il y avait, les ruelles pavées, les hautes tombes qui font un peu comme des petites maisons, enfin vraiment des tombeaux qui sont assez spectaculaires, un peu comme on peut trouver au Père-Lachaise. Et il y a toute une balade à faire pour arriver en haut du cimetière. Il y avait une super belle vue sur la ville, ça c'était magnifique. Et dans le quartier juif, c'est vrai qu'on a été, pareil, il y avait encore tout plein de marchands de rue, mais qui faisaient des choses différentes. Par exemple, il y en avait un qui était avec du sucre cuit. Et il avait des bâtons où il prenait chaque sucre de couleur différente, et il faisait un peu comme du sucre tiré avec. Donc c'était assez impressionnant de voir ça dans les rues, surtout que il faisait humide, quoi, parce qu'il avait plu plusieurs jours de suite. Et je me suis dit, le pauvre, enfin, il a du sucre tiré là, il doit galérer. Mais super chouette. Et je me souviens qu'il y avait plein de petits commerces et en fait, on pense pas, mais il y a aussi ici il y a la culture du café là-bas aussi, le café qui est vraiment hyper amer, donc on en avait bu un justement dans le quartier juif. Mais il y a aussi la culture du coffee shop, comme ça se répand de plus en plus en France aussi, avec du café de spécialité. On a bu des super bons cafés et on s'est tenté au café turc qui était très spécial, un goût de brûlé, mais donc on a bien fait retomber le marc du café dans le fond, parce qu'il laisse le marc dans le café. Mais c'est quand même très spécial. Et le thé, pareil, leur thé est très amer. Donc ça m'avait pas mal questionné, parce qu'ils ont 2 théières, ils mettent une théière l'une sur l'autre. Donc on avait demandé dans un petit restaurant pourquoi est-ce qu'ils avaient toujours 2 théières, et ils nous disaient parce qu'en fait il y a le thé qui est infusé et la théière d'eau chaude pour diluer, parce que comme le thé est amer, ils diluent avec de l'eau chaude, donc ils ont toujours 2 théières, et la théière d'eau chaude est en bas et avec le petit le réchaud en dessous, et du coup la vapeur de la théière de thé est posée par dessus, et donc la vapeur de l'eau chaude garde le thé au chaud. Et donc un jour on lui a demandé, mais pourquoi vous infusez juste pas le thé comme il faut pour éviter de le diluer. C'est vrai que c'est assez rigolo de se dire diluons. Et je pense que ça l'a un peu perturbé qu'on lui demande ça, donc il a haussé les épaules et puis il est parti. Il a dit mais ça fait des années qu'on fait comme ça, elle va pas. Donc c'était assez... On a pu poser la question après. On s'est dit c'est un peu déplacé sûrement. Non, mais c'est vrai que c'est assez rigolo, parce que souvent moi je me souviens au Maroc, c'est pour le coup, le premier verre, ils le gardent, ils enlèvent le deuxième verre, et après ils remettent du coup le premier, et après tu peux boire le thé. Mais effectivement, t'as un peu ce truc de t'enlèves un certain verre pour enlever l'amertume. Au Japon, c'est le premier verre, justement, il me semble. Mais tu bois après le thé, enfin, t'as pas besoin de le rediluer, quoi. C'est vrai que ça, c'est assez rigolo. Là, il dilue. Mais c'est pour ça parce qu'on se demandait mais pourquoi il y a 2 théières, et en fait après il nous a montré, il dit en fait on dilue, mais j'ai pas compris. Du coup on ne sait toujours pas le verdict, donc j'aimerais bien un jour découvrir le pourquoi. Et tu dilues toi-même du coup? Et normalement nous on lui a demandé si on pouvait tester, mais c'est eux qui viennent. Ils gardent la théière sur notre table, mais c'est eux qui viennent après nous servir, puis ils montent haut. Parce que c'est pas selon toi, du coup tu peux choisir t'aimes plus ou moins dilué ou quoi que ce soit, quoi. Après il y a quand même un peu. C'est eux qui nous servent, mais ils versent vraiment les 2 en même temps, donc c'est c'est ça, donc ils ont la technique, hein. Nous quand on l'a fait on en a mis un peu à côté. Mais non, vraiment c'est déjà ces 2 boissons,
qui m'ont marqué aussi parce que c'est un peu emblématique, je trouve, de la Turquie. Et après, les différents quartiers de la ville, on s'est baladé aussi. Le quartier juif, ça m'a bien marqué parce que on a retrouvé justement toutes les maisons colorées, les boulangeries aussi, les boulangeries avec ces petits bretzels aussi qu'on avait vu pas mal, plutôt dans les chariots ambulants vers les quartiers plus touristiques. Et après, alors si, il y avait aussi des bouchers. Ils ont des boucheries où ils étendent toutes les saucisses, pareil, accrochées à la devanture, et elles sont recouvertes d'un espèce de boyau rouge. Okay. Donc ça fait un peu chimique quand on voit tout d'aligné comme ça, et c'est marrant parce que c'est vraiment, je pense, typique de là-bas. Moi, j'avais pas vu ça ailleurs. Donc ils ont des espaces comme ça, on va dire des produits qu'on retrouve un peu partout dans la ville, donc les bouchers, les petits bretzels dans les boulangeries qui sont mis en devanture, des choses comme ça qui reviennent assez régulièrement. Et après, est-ce qu'il y a des goûts qui t'ont inspiré dans un dessert ou en assaisonnement du coup d'un dessert, tu vois, ou justement même un dessert, tu vois, qui était un peu emblématique, qui représentait ce voyage? Notamment, oui, alors un que j'ai fait pour la bûche l'année dernière, je suis partie justement sur une bûche pistache fleur d'oranger et j'ai rajouté des agrumes dedans. Parce que j'adore ces deux parfums, enfin ces saveurs sont vraiment incroyables. Et c'est vrai qu'on en trouve beaucoup à Istanbul. J'avais pas mis le côté baklava dedans, mais plutôt le côté vraiment pistache, praliné pistache avec le croustillant pistache, la mousse à la fleur d'oranger, et après à l'intérieur une compotée d'agrumes pour apporter de la fraîcheur. Et après, j'aimerais vraiment cet hiver, pour le coup, travailler le dessert qui m'a le plus marqué quand même, c'était les coins confits avec le potiron confit. Mais je me dis, le potiron, j'ai peur un peu parce que c'est vrai que nous, au restaurant, les clients, ils aiment bien plutôt les choses un peu réconfortantes ou qu'ils connaissent. Donc, j'ai peur que si je fais un potiron confit, ils comprennent pas. Ou alors que je le fasse au tea time. Ça, pour le coup, le fait de faire au tea time, comme ils ont pas le choix, ça pourrait être une super idée. Ils ont pas le choix. C'est imposé, la formule. Mais c'est vrai, en fait. Ils ont pas le choix, on leur fait goûter. Quand ils viennent, ils ont le menu préétabli. Donc, ils viennent sans... Enfin, c'est vrai que non, au final, on le met pas sur le site, le menu, donc ils viennent. Mais tu goûtes quoi. Je veux dire, normalement, ils viennent. Tu t'ouvres en mode, je vais goûter exprès. C'est ça. C'est la découverte. Dans le principe, je pense que les gens qui font des tea time, c'est justement ils ont envie de découvrir des choses. Et le coin confit, avec le tahini, enfin avec vraiment le tahini et les noix, ça, j'ai vraiment envie de faire quelque chose avec ça. Oui, parce que c'est assez pas surprenant, mais original ce mélange de saveurs. Complètement. On le voit moins. Je me suis dit, le coin, déjà j'étais trop contente d'en trouver là-bas, parce qu'on en trouve déjà pas souvent des desserts en France à base de coin. Un peu plus, je trouve, ces dernières années. Mais moi, je sais que j'en mangeais beaucoup quand j'étais petite. Déjà, la gelée de coin, moi, c'était un souvenir d'enfance. Et ma mère fait souvent même le coin travailler en salé, parce qu'on mange souvent le canard avec les coins cuits à la poêle ou cuits au four. Et avec le potiron, donc c'est drôle, parce que moi, c'est deux légumes que je mange souvent, un fruit et un légume que je mange souvent... quand je rentre chez mes parents, même à Noël, c'est souvent qu'on fait ça. Donc le coin, non, c'est un fruit que j'aime beaucoup, et je me dis ça pourrait vraiment, le marier avec le tahini. J'y pensais pas. Original, je pense de rajouter quand même, parce que c'est vrai que c'était hyper gourmand, donc je me dis peut-être rajouter une touche de fraîcheur en plus. Donc soit quelque chose de lactique, comme ils ont un peu ce lait fermenté en Turquie, pourquoi pas rajouter quelque chose de frais et d'acide grâce à ça, ou alors vraiment rajouter quelque chose de frais comme un agrume, un citron, ou quelque chose qui vienne apporter un peu de peps, quoi. Et le kaki Et le séché. kaki, mais alors ça, je sais pas comment le travailler. C'est vrai et je sais même pas si je pourrais en trouver en France, parce que mais ça, c'était vraiment perturbant. Mais c'était tellement bon. En fait, c'est un peu la texture de la date. Toi-même, tu penses? Faudrait que j'essaye. Mais parce que ça doit être, tu vois, un fruit séché. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Non, mais c'est vrai, il faudrait que j'essaye. Alors, je sais pas si ça se fait au déshydrateur ou... j'ai jamais essayé, mais c'est vrai que j'ai même pas pensé à le faire moi-même. Il faudrait que j'essaye. Parce que j'adore... déjà, ça a vraiment... La date, c'est un peu filandreux par moment, quand même. Il y a ce côté crémeux, filandreux. Mais... et sucré, limite un côté un peu gras sur la texture. Et le kaki, c'était ça aussi. Ça avait ce côté un peu... Vraiment confit, gras, gras pas dans le goût, mais... C'est quand même très très mou, le kaki. Je veux dire, même par rapport, tu vois, un abricot sec, je me dis, un abricot, c'est quand même un peu plus ferme. Ouais, c'était vraiment pas texture abricot, c'était... le kaki, c'est vraiment très... Ok. C'était vraiment entre une date et un pruneau, je dirais, en texture. Ouais, c'était assez étonnant.
Et mais ouais, faudrait que vraiment j'essaie. Le kaki, c'est vraiment un fruit que j'ai jamais travaillé en dessert. Bah, c'est compliqué, c'est très spécial, je trouve. Enfin, ça a un goût très spécial et qui est en même temps, je trouve, pas non... Enfin, quand tu le maries avec d'autres choses, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, qu'il n'y a pas beaucoup de goût. Enfin, quand tu manges un kaki comme ça a du goût, mais tu vois, je pense que ça peut vite être masqué par d'autres saveurs, quoi. Ouais, c'est vrai. Puis je trouve que dès que c'est un peu trop mûr, ça a vite un goût dérangeant passé, quoi, de... Oui, c'est dense, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est pas frais, quoi. On n'est pas sur un fruit... Non, c'est vrai. Mais là, du coup, c'est pour ça que j'étais... Franchement, ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. Faudrait que j'essaye de le faire sécher. Est-ce que t'as des petits rituels quand tu pars en voyage ? Quelque chose que t'aimes bien faire dans différents pays ? Alors, oui. Alors là, mes amis vont rigoler parce que j'aime bien aller à l'office du tourisme. N'importe où je vais. Avec tes petits guides. Complètement. Déjà, j'adore acheter les guides. Ouais, aller feuilleter, genre passer un moment dans une librairie à feuilleter quel guide je vais prendre sur telle destination. Je vais feuilleter toutes les marques, tous les... genre le guide du routard, le guide vert, le Lonely Planet, tous ceux qui existent sur le pays ou sur la ville en question. Et après, j'aime bien quand même me renseigner un peu en amont, plus au niveau de la nourriture. D'ailleurs, s'il y a des restaurants à réserver en amont qui peuvent être vite bookés, j'aime bien regarder ça. Et après, me renseigner auprès des gens en amont, auprès de mes amis, s'il y en a qui ont déjà fait cette ville ou ce voyage, si elles ont des petits tips à me conseiller, de regarder un peu quand même sur Internet, des blogs. Et après, en arrivant sur place... alors moi déjà j'ai du mal à choisir ce que je veux faire, donc j'aime bien faire. Donc les journées elles sont longues, genre on se lève tôt et on rentre tard. Et on marche beaucoup. Et en général j'aime bien faire un peu du repérage les premiers jours et me garder les 2 derniers jours pour aussi ramener des souvenirs, me dire tiens c'est vrai qu'on avait été là, c'était bien, peut-être y retourner pour acheter des souvenirs. Et j'aime bien ramener quand même en général de la nourriture. Parce que des choses qu'on peut pas forcément trouver en France, ou par exemple là j'avais ramené des dattes parce qu'elles étaient vraiment pas chères, puis elles étaient vraiment bonnes. C'est rare je trouve de trouver des bonnes dattes en France. On trouve souvent des dattes un peu trop sèches ou qui ont gonflé à l'eau, à l'inverse gonflé à l'eau. Je trouve, sauf si quelqu'un te ramène d'un pays effectivement, sinon c'est pas... Non mais c'est ça. Puis là les noix de cajou, les kakis du coup, j'avais ramené quoi aussi, des baklava plein. Et j'avais fait exprès de ramener une valise à moitié vide, comme ça j'avais la place. Et j'aime bien aussi ramener toujours un objet ou quelque chose que soit qui serve de... Bon, j'aime pas trop les ramasses-poussières, donc je dirais pas qu'ils servent de déco, mais que tu puisses... Des trucs qui traînent sur un buffet, évidemment, tu sais pas l'expression. Mais quelque chose que je pourrais utiliser, donc des fois j'aime bien ramener une assiette ou un plat ou quelque chose que je peux utiliser au quotidien, quoi. Et là, du coup, j'avais quand même ramené les petits... le petit ustensile dans lequel ils cuisent le café, parce qu'ils font ça dans la braise, et ça je l'ai utilisé comme petit pot de fleurs. Et parce que je savais que je ferais pas le café à la turque chez moi. Et je me suis ramené une théière. Une double théière. Une double théière que je n'utilise qu'une, mais je ne fais pas. Tu dilues. J'ai pas été jusqu'à acheter le thé amer pour le faire chez moi, mais je m'étais dit pour le coup ça me sert d'élément de déco et en même temps je l'utilise aussi. Mais sinon non, rituel. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Si de marcher. En fait, moi, j'aime beaucoup marcher dans les rues, me perdre un peu dans les rues, découvrir les rues, les quartiers. Et si un truc que j'aime trop faire, c'est quand j'achète le guide. Donc là, je crois que j'avais le guide du routard. Parce qu'ils le font dans les deux, dans Lonely Planet et le guide du routard. Il y a toujours les balades insolites, genre les balades hors des sentiers battus. Ouais. Et du coup, ça, j'aime toujours les faire parce qu'on découvre... des zones beaucoup moins touristiques et des petites pépites au coin de la rue qu'on n'aurait pas forcément découvert en restant sur les rues plutôt touristiques, quoi. Ouais, ça je suis d'accord, c'est des trucs un peu chouettes. Quand tu sors des trucs que tous les touristes font, c'est même souvent sur des vues, genre sur des paysages, quoi. Si tu fais une rando un peu plus longue et t'as une plus belle, t'as une autre vue sur un endroit où la plupart des gens font le petit circuit. C'est ça. Je trouve que c'est assez chouette. Ouais, complètement. Trop bien. Si tu devais résumer ce voyage en une seule bouchée, qu'est-ce que tu mettrais dedans ? Ah, c'est dur ça, en une seule bouchée. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Que je réfléchisse. Je dirais quand même du sucre, parce qu'il y avait beaucoup de choses confites. Je mettrais quelque chose je dirais du confit et du fermenté.
Okay. Parce qu'entre la viande fermentée, le lait fermenté, même si bon, ça résume pas tout, mais je dirais du confit et du fermenté. Très bien. Et puis, est-ce que tu as un pays que tu as envie de découvrir, un nouveau pays maintenant, là, que tu vois, un prochain voyage dans un pays qui t'attire? Mais il y en a tellement. Le premier sur ta liste. Le premier sur ma liste. Alors, déjà, il y a Bali, auquel je pense depuis très longtemps. Et Bali. Et en vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays un peu slaves dont on me parle ces derniers temps. Tout à l'heure, on parlait de la Slovénie, mais on m'a parlé aussi de plusieurs pays slaves, en fait, qui me donnent beaucoup envie, ou même la Mongolie, les pays où il y a beaucoup de nature, où c'est beaucoup même où on peut faire des vacances limite sur un cheval, de faire des randonnées à cheval et de découvrir le pays comme ça. Ça me plairait bien aussi. Bah écoute, merci beaucoup Hélène. Bah merci à toi. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!